démocratique et social européen pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, tandis que la question du Brexit a encore besoin de quelques jours pour trouver une issue, l'Union européenne a enfin dénoué l'épisode du veto opposé par 2 de ses membres au mécanisme de conditionnalité du versement des fonds européens. On peut naturellement se réjouir de cette avancée. Le compromis trouvé avec la Pologne et la Hongrie va en effet permettre la mise en œuvre des moyens budgétaires dont les États membres ont rapidement besoin pour faire face à la crise. Le Conseil européen a rappelé dans ses conclusions son attachement à l'état de droit. C'est important car le respect des valeurs démocratiques est au cœur de la construction européenne. Certes, on voit bien que nos amis polonais et hongrois ont obtenu un frein à travers des clarifications juridiques et procédurales, mais la déclaration interprétative ne remettait pas en cause le mécanisme état de droit. L'équilibre peut nous satisfaire, il contente en tout cas nos 2 partenaires de l'Est. J'ajouterai qu'au-delà des questions juridiques qui ont conduit au déblocage de la situation, Varsovie et Budapest ont sans doute pesé de ce qui aurait pu leur échapper, près de 4% de leur produit intérieur brut. C'est ce que représente leur part au sein de l'instrument de relance. Sur ce point, je salue, monsieur le ministre, votre posture qui a consisté à évoquer la possibilité d'un plan de relance à 25, laquelle a sans doute contribué à mettre la pression. Aujourd'hui, il reste toutefois encore une étape, celle de la décision relative aux ressources propres que le Conseil a appelé à concrétiser. Il faut que la Commission européenne puisse très vite lever de l'argent sur les marchés financiers. On le sait, il y a urgence. Nous le mesurons chaque jour sur nos territoires. La crise sanitaire s'éternise et avec elle, les difficultés économiques s'accumulent pour les secteurs très impactés par le confinement, en particulier l'hôtellerie et la restauration. S'agissant justement de la crise sanitaire, la situation épidémiologique est encore préoccupante en Europe. Au bout du compte, on peut observer que les stratégies de lutte contre le virus sont complexes et, disons-le, pas un État membre n'a trouvé la solution idéale. Hier, on applaudissait l'Allemagne pour sa politique de lutte contre le Covid. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation dégradée. Inversement, avant l'été, la France faisait figure de mauvais élève pour devenir depuis quelques jours un meilleur exemple. Dans ces conditions, la politique de vaccination apparaît comme le principal espoir du retour à une vie normale. Aussi, on peut féliciter la Commission européenne d'avoir procédé à la conclusion de contrats d'achat anticipés de doses vaccinales. Tous les regards sont actuellement tournés vers l'Agence européenne du médicament. Il semblerait que certains États membres fassent pression pour accélérer la validation des vaccins. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire où nous en sommes ? Par ailleurs, le Conseil européen a rappelé dans ses conclusions l'idée d'une approche coordonnée concernant les certificats de vaccination. Les États membres lèveront leurs restrictions, sans doute progressivement et avec parfois une condition de vaccination pour l'accès à leur territoire. À ce moment-là, il faudra veiller à ce que les déplacements transfrontaliers puissent se faire de façon fluide et équitable. J'espère en tout cas que l'on évitera les situations de blocage comme celles qu'ont pu vivre les travailleurs transfrontaliers lors des premiers confinements. Un dernier point sur le volet sanitaire. Les dirigeants européens ont également souligné la nécessité de faire avancer les propositions concernant l'Europe de la santé. Pour le moment, si le temps est à l'urgence, la crise sanitaire a révélé notre forte dépendance en matériels et produits médicaux. Je l'ai souligné la semaine dernière lors de l'examen de la proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament. La France dépend à 80 ou 85% de principes actifs pour les médicaments qui sont produits en Asie. C'est un problème réel qui concerne tous les pays européens. Par conséquent, il y a là une véritable stratégie à mettre en place pour créer une souveraineté européenne dans le domaine de la production de médicaments. Enfin, mes chers collègues, pour conclure, j'aborderai par quelques mots l'autre grand volet du dernier Conseil européen, la validation de l'objectif d'une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est une décision forte à la veille de l'anniversaire des accords de Paris adoptés il y a 5 ans. Un signal à l'égard des États-Unis et de la Chine, 2 pays qui doivent aussi pousser leurs ambitions. Le RDSE partage naturellement cet objectif, pourvu que les choix faits pour l'écologie soient acceptables pour nos concitoyens, pour reprendre ainsi les termes employés hier par le Président de la République devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il nous faut en effet trouver le juste équilibre entre la nécessité d'accélérer la transition écologique de notre système de production et celle d'éclaircir rapidement l'horizon économique de l'Union économique. Ce à quoi tentera de répondre le très attendu instrument de relance. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Président Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste pour 5 minutes, chers collègues.